quatrième conférence sur politique RSE en compagnie d'Olivier Thomas, fondateur du cabinet Primum Nocere, spécialiste de la santé et du développement durable, et fondateur du C2DS. Merci Olivier d'être présent à nos côtés pour cette quatrième webconférence de la politique RSE. Donc, bilan du précédent, donc vous avez répondu pour partie à notre enquête de satisfaction et les conditions d'amélioration. Donc, nous attendons que vous étiez 8 sur 13, enfin 13 personnes ont répondu, dont 8 ont pu se connecter à la webconférence et 5 n'ont pas tenté. Ça nous intéresse d'avoir les retours des deux publics que nous avons, donc le public en replay et le public en direct. Donc, vous considérez que cela correspond à vos enjeux et à l'ensemble de la conférence vous a satisfait. Et les principales montées que nous avons, c'est donc que vous commencez à travailler sur le développement durable en interne et que cela vous correspond. Ainsi, la conférence à 3 a été compliquée à suivre, donc nous avons choisi d'être à 2. Donc, nous tenons compte de vos retours d'expérience. Nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui, comme d'habitude, et donc je vais laisser la parole à Olivier sur pourquoi sommes-nous là. Alors, pourquoi sommes-nous là vient du Grenelle 1, du Grenelle 2, de la COP 21 et de l'accord de Paris qui exigent de la part de tous les États et donc des contribuables et sociétés françaises de réduire leur empreinte carbone de 40% d'ici 2030 avec un focus à 2020 d'une réduction de 20%. Ce n'est pas que cela, bien évidemment. D'ailleurs, je pense qu'il est important de se poser la question sur la définition de ce qu'est la RSE et on va cette demi-heure pour vous y répondre. Nous avons vu le contexte international et national et les enjeux du développement durable. Nous avons fait un constat sur l'indice vert où nous avons vu que beaucoup d'actions et de projets étaient pertinents, mais il manquait de structuration et de management. Aussi, nous proposons des axes stratégiques à définir ensemble et la nécessité d'avoir des outils pour vous accompagner dans votre démarche. Donc, construire ces webconférences sur ces thèmes-là. Nous avons déjà vu le plan d'action avec les indicateurs, les outils de mesure, notamment les normes, le bilan carbone, la CV et l'indice vert, que nous verrons un peu plus profondément la fois prochaine. Et nous aborder sur votre demande l'HAS. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la feuille de route stratégique que nous appelons la politique RSE. Nous savons toujours les enjeux du développement durable. Olivier, pouvez-vous commenter ce diapo? Je vais essayer. Cette diapo est faite justement pour sensibiliser à l'urgence, entre guillemets, de l'action. En effet, en 2 siècles, la population humaine et mondiale a été multipliée par 7. Nous étions, il y a 2 siècles, 1 milliard sur la Terre. On est passé en 1930 à 2 milliards. Nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Il est donc évident qu'on ne peut plus forcément la même dynamique de consommation et de gaspillage tel qu'on le voit sur ces dernières années. Donc, la prise en considération de cette évolution exponentielle de la population mondiale doit nous interroger sur notre responsabilité sociétale. Bien évidemment, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées à l'industrialisation doit également nous faire réfléchir puisque nous sommes, nous, acteurs de santé, des acteurs très consommateurs de ressources. Les consommations énergétiques sont en constante augmentation. Le développement des énergies renouvelables en France est quand même assez lent. Il faudra une décennie pour industrialiser ces process. Nous avons donc à réfléchir dans le quotidien à la réduction de ces consommations énergétiques directes et indirectes. C'est partie de la démarche. Tout à fait. En fait, il existe des incitations au changement, les obligations réglementaires. Je pense que lors d'un prochain webinaire, nous aurons un focus réglementaire, même si nous l'abordons aujourd'hui par le Parlement. Il y a aussi des incitations fiscales et la pression du citoyen qui attend de notre part un engagement sociétal divers et varié. Donc, face à ces incitations au changement, nous avons le premier, les obligations réglementaires. Vous voyez plusieurs obligations réglementaires qu'on vous a illustrées et pour lesquelles nous avons cité les plus importantes.
importantes aujourd'hui. Donc, les réglementations thermiques, où vous avez le RT 2012, le RTEX, les études aussi avec les audits énergétiques, le DPE et le bilan carbone. Est-ce que, Olivier, vous voulez nous en dire plus sur ces éléments prioritaires de réglementation thermique? Ils correspondent à des obligations réglementaires qui ne sont pas forcément bien connues de tous. Si je prends l'exemple de l'audit énergétique, il est obligatoire pour toute entreprise de plus de 250 collaborateurs et s'il n'est pas réalisé, le risque financier est de plus de 1% du chiffre d'affaires. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire depuis 10 ans. C'est plus connu et pas très efficace puisque c'est juste un tableur qui analyse des données sans faire de préconisation. En revanche, le bilan carbone, qui s'appelle maintenant bilan d'émissions de gaz à effet de serre, les deux appellations sont encore valables. Cet outil-là, obligatoire pour les entreprises privées de plus de 250 salariés. La sanction est très faible, puisque ceux qui n'ont pas réalisé ne payaient que 1 200 €. En revanche, en 2020, si vous n'avez pas le bilan carbone initial comparé au bilan carbone de 2020, montrant et démontrant la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, le risque d'être soumis à la taxe carbone. Vous avez des réglementations sur les déplacements, donc les normes Euro 6 et les vignettes critères pour les automobiles principalement. Et nouvellement, ce que l'on n'a pas noté, à partir du 1er janvier 2018, le plan de mobilité des entreprises qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs. Donc, notamment, l'ensemble des sièges sociaux auxquels nous nous adressons aujourd'hui sont concernés. Rapport RSE, donc pour les entreprises qui sont cotées en bourse, alors c'est plutôt le rapport extra-financier, aujourd'hui qui a été renommé depuis peu. Vous avez aussi le devoir de vigilance de la chaîne d'approvisionnement à la vente pour les entreprises cotées en bourse aussi. Et pour les établissements de santé, ce que l'on a vu la dernière fois, la HAS. Rapidement, vos obligations réglementaires. Je pense que nous ferons un focus dédié avec tous les textes de loi un peu plus poussés, une prochaine webconférence, peut-être l'année prochaine. Donc, pour continuer. On n'a pas marqué sur le slide, il existe également deux plans qui sont importants. Le plan national santé environnement 3, le PNSE, c'est sa troisième version qui va être déclinée dans toutes les régions en plan régional santé environnement avec à peu près 80 actions au niveau national et dans chaque région. Et vous avez également un second plan qui s'appelle le PST, le plan santé au travail 2014-2017, dans une qui est en train de se recomposer avec également des plans régionaux santé au travail, qui concernent ce qu'on appelle la qualité de vie, la QVT, avec des enjeux très importants et une réglementation foisonnante depuis quelques mois. Donc, les plans, nous les avions mis dans le contexte général pour vous rappeler le cadre général dans lequel nous avons notre secteur d'activité qui est propre à la santé, la restauration pour majorité. Donc, vous parlez de la taxe contribution énergie-climat. Voilà, en FIC, ce qu'elle va advenir, donc les tendances qui sont prévues. En 2020, en 2016, elle est à 22 € de la tonne de CO2. Elle devrait grimper en 2020 à 56 € la tonne de CO2. Et les perspectives à 2030 sont de 100 € la tonne de CO2. Donc, vous êtes directement impacté dans vos champs si vous ne prenez pas des mesures d'atténuation de votre empreinte carbone. Sur ce document. Que ce n'est pas un problème politique, puisqu'on nous pose souvent la question de savoir si ça va être mis en œuvre ou pas par le gouvernement actuel ou les prochains. Dans la mesure où la France a signé le protocole de Kyoto, la France va payer de la taxe carbone à l'Europe, et ce sera au minimum sur ces bases-là, en sachant, et j'aime bien citer cette notion, que la France a la fiscalité écologique la plus haute d'Europe, ce qui veut dire que de toute façon, nous serons soumis à de nouvelles règles financières et de nouvelles taxes dans les mois et années à venir. Je voulais, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les communiquer sur le chat. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure ou en webconférence. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous chaque fois que vous avez une question. Ensuite, nous apprécions et l'évolution des attentes du citoyen. Donc, la notion de pollueur-payeur. Vous fabriquez des emballages, vous fabriquez une empreinte carbone importante. Et donc, vous avez une certaine redevabilité vis-à-vis des citoyens et de la société. Donc, on a rappelé en haut à droite le pollueur-payeur.
Ensuite, on a de plus en plus des attentes de la société avec des relais médiatiques. Par exemple, 60 millions de consommateurs qui nous informent, par exemple, sur les produits contenant des perturbateurs endocriniens. Thème très prégnant depuis ces mois-ci, avec notre table ronde du 30 novembre. Pour ceux qui n'ont pas assisté, vous allez recevoir un compte rendu prochainement. Ensuite, Olivier, vous continuez sur les autres points peut-être? Alors, bien sûr, sur l'ensemble de ces notions, l'image de marque, la réputation d'un établissement peut être entachée sur ces sujets-là. On l'a vu récemment, il y a beaucoup de jurisprudence. De plus en plus, on est en train de l'analyser sur le syndrome des bâtiments malsains, sur les problèmes liés à des déchets mal gérés, sur les champs électromagnétiques et l'hypersensibilité des professionnels en établissement. D'autres textes également sont parus dans l'officiel au mois d'août. Donc l'image et la réputation sont deux points très forts de cette dynamique qu'il faut avoir en tête. Difficile à matérialiser et difficile d'y mettre des indicateurs, mais on le voit bien aujourd'hui dans la population, il y a une recherche de transparence, de réalisation et d'étiquetage qui est de plus en plus forte. Un exemple sur les champs électromagnétiques, j'ai eu cette discussion tout récemment avec des fabricants de lits couveuses pour nouveau-nés. Et bien maintenant, on se pose la question dans nos critères de choix de savoir si ces matériels, sont émissifs ou pas, et quel degré, c'est-à-dire comme un téléphone. Et demain, il faudra acheter. Cela fera partie des critères de choix pour, je veux dire, les papas et les mamans au final, mais pour les professionnels de santé surtout. Et bien intérêt social, parce que là, en termes d'attractivité, on le voit dans nos recrutements, on voit que des établissements ont des difficultés de recrutement. En revanche, ce qu'on peut affirmer, c'est que les établissements les plus engagés en termes de RSE, aujourd'hui, ont moins de problèmes de recrutement que les autres, que ce soit de professionnels médicaux ou paramédicaux. Donc, un élément également difficile à retranscrire en indicateur, mais qui est l'heure dans le développement qualitatif dans les années à venir. D'ailleurs, un des indicateurs qui peut être mis en place au sein d'une structure pour avoir une visibilité sur son attractivité, c'est le nombre de candidatures spontanées qu'elle reçoit. Et dans le temps, en fonction des événements qu'elle peut subir. Il y a fort un vrai élément de différenciation dans la concurrence. Pour ceux qui travaillent avec l'indice vert depuis de nombreuses années, depuis 7 ans, par l'avantage aujourd'hui qu'ils ont sur leurs confrères. Nous souhaitons vous inviter à vous engager dans une politique de développement durable. Donc pour ça, il y a à structurer sa démarche. Et nous vous proposons donc une première étape, c'est de vous entendre sur les objectifs que vous voulez mettre en place ou mettre en lumière. Donc c'est pour ça que nous vous avons fait travailler sur le premier webconf qui était sur le thème des actions et des indicateurs. Donc les premières étapes, c'est à la fois de ces objectifs, s'entendre, se mettre d'accord avec vos parties prenantes internes la majorité du temps, mais ça peut être aussi l'occasion d'une formalisation d'enquête auprès de vos parties prenantes pour savoir ce qu'ils attendent de vous en matière de développement durable. Ajouter sur ce point-là? C'est parfait. D'accord, merci Olivier. Formuler la politique de développement durable, donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui, mais on voulait vous la recontextualiser pour vous expliquer à quel niveau de démarche complète ça pouvait se mettre. Donc, vous devez fixer des référents, rédiger votre politique de développement durable, la figer et la communiquer à la fois en interne comme en externe. Ensuite, eh bien, déployer les actions qui correspondent aux objectifs que vous avez fixés en préambule, les déployer en actions concrètes qui se palpables et avec des indicateurs comme on vous l'a appris. Communiquer au fil des actions votre évolution avec les indicateurs de performance qui permettent de voir l'évolution de votre projet et chaque année faire un bilan de ces actions. Donc, vous le voyez, nous sommes sur un outil de la qualité. Donc, reproduisons la roue de Demir avec une amélioration continue, faire un bilan des actions, les contrôler, les améliorer et formaliser vos politiques de développement durable. À votre avis, Olivier, sur quel rythme cette politique de développement durable doit être révisée? J'ai envie de vous dire de manière annuelle, mais je comprends que si on n'a pas réalisé ça dans sa propre entreprise, ça puisse être un peu inquiétant de voir différentes étapes. En revanche, je vais essayer de vous expliquer à quel point c'est très important et en fait très simple. C'est important parce que si on ne fait pas ça,
on va mettre en place dans son entreprise des actions relatives au développement durable, mais de manière dispersée et sans forcément de cohérence. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire que chaque matin a tout de suite une bonne idée, essayer de la mettre en œuvre avec un peu d'énergie, ça fonctionne. Sauf que si c'est structuré, avec des objectifs précis et des indicateurs, eh bien, il s'avère que cela a un impact. Ça ne marche pas. Soit c'est pire, mais vous n'en aurez pas la traçabilité et vous ne pourrez pas justifier d'ici 2020, voire 2030, que vous avez réalisé des actions qui ont obtenu des résultats. Donc, s'entendre sur les objectifs, rédiger ces objectifs, mettre en place des actions, communiquer et faire le bilan de ces actions, petitement simple, sans faire une usine à gaz, et vous gagnera la traçabilité des années à venir. Le conseil que nous vous transmettons, c'est de faire en sorte que votre projet soit transversal, que vous touchiez tous les métiers de votre entreprise dans les référents que vous choisissez, qui peuvent être appelés des ambassadeurs, des relais, des animateurs du développement durable, qui vous permettent de toucher tous les acteurs de votre entreprise et tous les métiers, surtout pour donner cette silo qui peut se faire et qui permettrait au développement durable de s'étendre dans tous les métiers. Voilà. Donc, les présupposés à toute démarche développement durable, c'est que vous ayez une vision partagée. Donc, on l'a vu à travers les objectifs, mais ça peut être au-delà de ça, la mission, la vision de l'entreprise et sa mission. Donc, il est important pour cela de connaître les attentes et la capacité à s'investir des collaborateurs et de trouver des personnes ressources, un pilote ou un chef de projet et l'organigramme que vous pourriez mettre en place. Mais dans la vision partagée, il n'y a pas qu'avec l'interne. À mon point de vue, il faut qu'elle soit partagée avec vos parties prenantes, de votre conseil d'administration, de vos actionnaires, à votre client final. Final. Donc, il y a aussi une part importante des valeurs à communiquer au sein de l'entreprise qui vont permettre de déployer cette politique. Donc, tout ça doit être formalisé dans une lettre d'engagement, ce qu'on appelle une lettre d'engagement, ou la politique RSE, qui inclut la mission d'entreprise, les valeurs, et comment vous allez le décliner concrètement par des actions majeures. Alors, ensuite, excusez-moi. Ce qu'il y a à savoir aussi, ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui s'y sont lancés le savent déjà, dans toute organisation, vous avez des gens qui sont engagés ou qui ont envie de s'engager. En fait, notre job en tant que manager, c'est de donner la possibilité aux parents, à ses collaborateurs, de s'aimer sur ces sujets-là et de proposer des actions. La question au départ, c'est combien de ça? Même sur les termes, on se pose des questions. Les entreprises, le responsable du développement durable, je pense que c'est une erreur, pas pour ceux qui ont ce titre aujourd'hui, mais il vaut mieux des référents dans les services parce qu'à partir du moment que l'on nomme un responsable, les autres se sentent déresponsabilisés. Plusieurs référents à qui on définit des noms, des tâches. On les pose clairement dans un organigramme pour que tous sachent quelles sont leurs responsabilités sur ces sujets-là et cadence de réunion, entre guillemets, ou de points, sans faire réunion pour que de la structure puisse être informé en permanence des actions menées sur le sujet de la RSE. Que certains de nos acteurs qui nous ont sollicités ont reçu comme conseil de se mettre en mode projet sur le projet du développement durable qui réunit plusieurs référents. On a pu nommer un chef de projet développement durable qui met plusieurs référents, qui participe aux webconférences en débriefant à chaque webconférence et qui décline l'action en interne. Donc là, vous pouvez vous inspirer de la gestion d'un projet informatique ou de toute autre entreprise, de tout autre projet en entreprise, pour déployer votre structure avec différents dans chaque métier. C'est d'avoir une fiche de temps pour chacun des interlocuteurs qui puisse permettre de décliner les actions concrètement avec un sens de la responsabilité de qui fait quoi. Donc, choisi d'écrire notre politique de développement durable. Et comme nous avons une valeur importante qui était l'exemplarité, nous avons choisi de vous présenter la nôtre qui pourrait inspirer avec les écueils qu'on a rencontrés et faire un retour d'expérience. Donc, cette politique de développement durable est sur 4 axes, environnementaux, économiques, sociaux et sociétals. Donc, on décliner, donc là, vous ne la voyez pas, mais nous allons vous décliner
comment nous l'avons exposé et quels sont les termes majeurs de notre politique et comment nous la mettons en place, la déployons en interne. Donc, je voudrais suivre dans le compte rendu, comme ça vous l'aurez, et vous pourrez vous inspirer, même si vous pouvez vous inspirer d'autres politiques RSE que vous avez tous partagé avec nous, avec le MAG RSE, qui est sorti la semaine dernière, qui a été distribué à la journée du 30 novembre et que nous accompagnerons à notre compte rendu d'aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs politiques RSE qui vous sont déclinées et vous pourrez vous inspirer du travail de vos frères ainsi que de notre travail. Voilà donc de façon générale comment vous pouvez mettre en place une politique. Donc, nous allons décliner. Je vous laisse l'axe environnemental, Olivier. Cet axe environnemental, juste avant de vous dire ça, autre chose. Vous l'avez vu, on a mis 4 axes. C'est pas anodin parce que nous avons scindé l'axe social et sociétal, alors que dans la définition du développement durable, on parle d'axe social et sociétal. Et nous, on scindé parce que le social, on considère que c'est justement le travail à faire avec et pour ses collaborateurs. Et l'axe sociétal, c'est justement le travail réalisé par l'entité, un impact sur la société. C'est pour ça qu'on a fait ces 2 chapitres. Et j'engage à être dans cette même dynamique parce que mélanger social et sociétal est extrêmement compliqué après pour s'y retrouver. Sur l'environnemental, 5 points majeurs dans cette entreprise qui est la CAP, que j'engage à mettre en œuvre aussi chez vous. Un sur la réduction des sources de pollution qu'il faut identifier, c'est ce qu'on appelle la mesure des impacts environnementaux significatifs. Second, sur le patrimoine immobilier et la consommation énergétique. Le 3e, sur les consommations en eau. Il peut y être sous-jacent la qualité de l'eau et la qualité des rejets, les effluents. Bien évidemment, le 4e axe, c'est la production de déchets, la mesure de son gisement et éventuellement la mise en œuvre d'une économie circulaire, la transformation des déchets des uns en matière première pour d'autres. Et enfin, un axe spécifique sur la flotte automobile, la réduction des déplacements et donc des émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. Donc, dans la politique, nous avons rédigé cette session par une phrase qui nous allait résumer toutes ces actions. Donc, vous avez d'un côté, nous nous engageons à mettre en œuvre une amélioration constante des conditions environnementales et de prévention de la pollution, œuvrer sans polluer. D'accord ? De l'autre côté, vous avez donc tant d'actions concrètes qui vont être suivies d'indicateurs que présenter. Donc, le développement ne se fait pas sans un développement économique. Et là, choisit de nous engager à convaincre les pouvoirs publics et l'ensemble des individus, usagers et salariés, sur l'intérêt d'un équilibre économique de l'établissement. En effet, la mise en œuvre d'une politique économique responsable axée sur une gestion rationnelle des ressources et des dépenses est primordiale pour la pérennisation de notre activité. Donc, on décline en 3 actions majeures, dont après toute autre action que vous pourriez imaginer. Donc là, c'est les éco-gestes exprimés donc dans les besoins et dans les biens et services de notre entreprise. Après, une politique achat responsable. Donc là, pour ce faire, nous avons enchaîné une série de certifications sur la certification AFAC Focus RSE achat responsable. Nous avons le niveau confirmé et nous voulons atteindre le niveau exemplaire. Nous proposons des alternatives économiques telles que l'économie circulaire, que nous avons parlé du traitement et de la valorisation des déchets, et aussi une économie de fonctionnalité qui est de s'adapter aux besoins exprimés par nos adhérents et par nos fournisseurs. La preuve, c'est webconférences qui du coup diminuent notre empreinte carbone, vous évite de vous déplacer et vous permettent une certaine facilité de connexion. Après, la mutualisation des ressources et le fait de ces webconférences où vous partagez et vous nous exprimez vos besoins ou vos remarques ou vos remontées, nous agissons en fonction. Voilà. Ensuite, le social. Donc, ce social, c'est justement prendre en considération cette richesse humaine qui fait particularité de nos entreprises, bien évidemment, avec une politique sociale ambitieuse, avec comme objectif le bien-être et la santé au travail. 4 priorités dans l'identification des risques psychosociaux, avec la d'un plan de prévention. Donc ça, c'est un sujet les plus délicats qui existent,
mais des outils existent. L'adaptation des pratiques professionnelles au public accueilli, ça c'est valable dans toutes les entreprises, hein, c'est bien sûr possible partout, encore faut-il le définir. L'incitation au respect, et j'ai envie de rajouter à la bienveillance, parce que la bienveillance aujourd'hui devrait être de mise dans toute l'organisation et ça fait du bien. Et bien sûr, le recours à des structures employant des personnes en difficulté de travail, des personnes qui peuvent être handicapées dans certaines prestations qui peuvent être sous-traitées. Il y a beaucoup de structures en France qui sont très efficaces avec des professionnels très très engagés que j'engage à découvrir. Il existe même une cartographie nationale des ESAT. Pour les restes, on peut vous l'envoyer. C'est très intéressant de voir que localement, on voit des accès à des structures d'aide par le travail. En cité, nous, on a le tri de nos déchets qui est fait par une société d'insertion professionnelle. Après, certains traiteurs le font. Beaucoup d'actions, l'archivage de vos données, c'est un pan intéressant de la RSE. Du coup, quand vous dématérialisez vos archives, vous les faites numériser par ASAP, les faites valiser papier, sur la filière papier, par un ESAT de traitement des déchets, du papier, qui revient en circuit court sur l'économie circulaire. Après l'étal, donc nous avons choisi de nous ancrer dans un développement local et de lien avec les acteurs de proximité et territoriaux. Donc pour ça se décline par 4 actions majeures. D'identifier la diversité de notre environnement et des partenaires susceptibles d'être associés. Je pense notamment à des universités, à des acteurs locaux qui peuvent relayer nos informations et nous aider à nous améliorer. Donc, nous avons des partenariats avec des associations pour la lutte contre le cancer, l'aide sur certains territoires un peu plus éloignés. Après, participation aux politiques de prévention et d'éducation à la santé et à l'environnement. Donc là, nous avons des forts partenariats avec les acteurs majeurs de notre secteur d'activité. Et après, le développement de la coopération et des complémentarités avec les partenaires extérieurs et institutionnels. Je pense à des acteurs majeurs comme la FHP ou d'autres acteurs, Olivier, peut-être que vous connaissez mieux que moi pour l'instant. J'ai envie de dire tous les acteurs actuellement du secteur sanitaire et médico-social qui sont en train de se structurer sur ces sujets-là, avec plus ou moins de rapidité, bien évidemment, parce qu'il y a des systèmes plus lourds que d'autres. Quand vous êtes à la tête d'une fédération de 2000 établissements de santé, c'est sûr que c'est plus compliqué que si vous êtes à la tête d'une fédération qui n'en compte que 50. Mais on peut dire, avec maintenant une quinzaine d'années de recul sur ces sujets-là, que les consciences ont émergé et que la machine est en route. Donc peut-être, c'est souvent un soutien de l'État au plus haut niveau pour que l'action puisse être reconnue, labellisée, voire et soutenue. D'ailleurs, en exemple concret de coopération, la table ronde sur les perturbateurs endocriniens de la semaine dernière montrait vraiment la complémentarité, l'expertise de nos acteurs qui étaient à la fois des acteurs institutionnels, journalistes, comme des acteurs du secteur de la santé, gynécologues et chefs de projet maternité. Voilà. Et ensuite, le dernier point que nous avons sollicité, c'est la sollicitation de nos fournisseurs et de nos sous-traitants afin qu'ils participent à nos démarches. Donc, vous êtes clairement impliqués puisque nous vous sollicitons tous les mois et 2 fois par an pour nos partenaires. Donc, il y a une question dans le chat. On va peut-être prendre. Je vois qu'il y a eu des remarques sur le fait qu'il n'y avait pas de. Ne vous inquiétez pas, la webconférence est enregistrée et vous sera diffusée. Donc, une réaction. Merci pour la qualité de vos informations. Vous avez parlé de cartographie nationale des ESAT. Pourriez-vous nous adresser cette cartographie, nous faire part d'un ESAT qui procède à la numérisation des données? Pas de souci, nous allons vous communiquer ça sans aucun problème dans le compte-rendu de cette webconférence et en aparté pour les ESAT sur la numérisation des données. On a rédigé sa politique, on l'a formalisée et il faut communiquer. Alors l'aspect communication, c'est la cerise sur le gâteau. À mon sens, l'aspect communication est même majeur pour 2 raisons. Premièrement,
quand on a affirmé quelque chose dans les médias ou publiquement, eh bien, ça nous oblige à le mettre en œuvre réellement derrière. Donc, le de communiquer en interne pousse à en œuvre les actions que l'on a déjà évoquées par le passé ou pousse à les maintenir en marche. Deuxièmement, la communication interne, l'affichage interne, la sensibilisation de tous les services, de tous les collaborateurs aux évolutions très rapides de nos sujets est également un axe majeur. On le voit bien dans toutes les organisations, souvent les problématiques viennent de défauts de communication dans les services. Donc, sujet de la communication de la politique des, je vous engage véritablement une structure très légère en place du type comité D qui une fois par mois, une fois à cadence qui vous va bien par trimestre, puisse communiquer sur les actions mises en œuvre ou puisse communiquer sur les actions mises en œuvre chez d'autres. C'est intéressant de faire ce benchmarking et de s'inspirer des actions innovantes dans d'autres secteurs, pas forcément même dans son propre secteur d'activité. D'ailleurs, vous avez parlé de mobilité notamment. Quand on voit aujourd'hui la façon dont évolue la mobilité dans les grandes villes, c'est avec des technologies du type tram qui fonctionnent avec du méthane issu des déchets, des poubelles des cliniques et des hôpitaux, sur des vélos en libre partage comme on le voit aujourd'hui partout dans Paris ou dans l'île, eh bien, on voit bien que ce monde d'innovation moins impactante est en train d'évoluer. Plus on communique en interne sur le sujet, plus on a envie d'agir et plus on montre que c'est possible. Vous voyez un cercle vertueux que vous pouvez communiquer à l'externe, à l'interne et donner du sens à la fois à vos collaborateurs dans leur quotidien comme à vos parties prenantes qui pourront s'identifier et faire donc du coup une roue vertueuse de leur côté parce que vous allez les embarquer. Donc, il faut évaluer sa politique DD. Donc, ça, vous avez vu, il suffit d'avoir mis des indicateurs en place. Un rapport d'activité extra-financier. Pour ceux qui ont l'obligation, sont habitués depuis 2000 à raconter ce qu'ils ont en matière de développement durable dans leurs entreprises. L'atout majeur de ces indicateurs, c'est de vous permettre d'améliorer vos objectifs et de voir régulièrement votre plan d'action. Donc, n'hésitez pas, nous, on est en train de faire ce travail-là. Nous avons sensibilisé nos acheteurs aux indicateurs qu'il faut mettre en place. Derrière, il faut se structurer pour collecter les données et que dans le plan d'action qui a été défini de notre politique RSE, nous avons des indicateurs pour quasiment les 15 items qui sont déployés dans notre politique. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est décliner sa politique achat responsable en objectifs. Donc, nous avons décliné les 2 pavés que vous voyez là, donc 4 items, et nous les suivons par des indicateurs de suivi de performance. Voilà cette webconférence. À m'ajouter, Olivier, avant de... Très rapidement, peut-être sur la politique d'achat, je pense que la politique d'achat est une clé dans une entreprise, mais c'est une clé si on arrive à définir des critères de choix qui soient partagés avec l'ensemble des acheteurs. C'est ce qui est le plus compliqué à réaliser en fait. Donc, faire pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est de fixer une politique avec quelques critères extrêmement simples au début, faire compliqué. Un exemple très concret, la réduction des emballages primaires et secondaires de commandes, ça fait partie des choses que l'on peut se fixer au début et qui ont un impact et social parce que vous aurez moins de manipulation en interne avec vos collaborateurs, un impact sociétal bien évidemment parce que vous générerez moins de nuisances et de pollution en externe et au final si tout le monde faisait ça, ça permettrait de générer un bel impact économique par une réduction des dépenses et d'une part l'âge direct et indirect mais surtout au tort à vide qui se font tous les jours en France par des cartons qui contiennent que de l'air. Nous, un indicateur sur nos achats responsables, donc nous suivons nos fournisseurs individuels et sur le chiffre d'affaires et le nombre de fournisseurs. Normalement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, que vous pourriez valoriser dans votre politique de développement durable dès aujourd'hui, donc par chat, et nous réagirons à vos suggestions ou à vos projets. Donc, je vous ai mis le programme des prochains webinaires, mais vous connaissez par cœur maintenant, vous êtes de fidèles participants, nous sommes chaque fois une trentaine de personnes. Donc, n'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions. Nous avons une quinzaine de minutes devant nous. Allez, question qui est la plus difficile. Question que vous aimeriez partager avec nous. Pas à nous faire part de vos commentaires.
un chat, ou alors j'essaie de vous donner la parole, mais ça peut être un peu le brouhaha si tout le monde a la parole. Et sinon, je sélectionne parole en réel. Donc, qui prend de la parole? Pas. Non. On a été soporifique. Vous endormi? Alors, non, je ne crois pas. Alors, dites-nous par le chat. On va faire participer Elodie. Donc, on a retenu la suggestion des ESAT. Ah, je vois qu'il y a des questions. Très intéressant. Ok, donc je vois que les collègues, d'accord. Prix du usage pour recyclage, très bien. Comment intégrer les parties prenantes facilement dans le dialogue? Alors, c'est une bonne question. J'enlèverai le facilement parce que facilement, c'est facile. Hein. Tout ce qu'on évoque là, en fait, on ne dit pas que facile. On dit que c'est faisable et réalisable. Ça, c'est la grande différence. Tout ce qu'on vous évoque depuis tout à l'heure, on sait d'expérience que c'est faisable. Alors, comment intégrer les parties prenantes? Si on prend l'exemple de la CAP, hein, mais on peut prendre des exemples aussi, eh bien, ce sont des réunions annuelles où nous invitons eh bien, les fournisseurs ou les collaborateurs des adhérents de la CAP. Ce peut être également des fournisseurs auprès de qui la CAP achète des produits ou des services. Un exemple des établissements de santé. J'ai eu l'occasion d'animer des réunions de ce type. On est dans des maternités, les mamans, les papas, enceintes ou ayant accouché, avec à la table des prestataires de services comme ceux qui fabriquent les repas par exemple ou ceux qui vendent des cosmétiques. En discutant par des tours de table, on arrive à changer de décision dans la politique d'achat, mais en conscience, c'est-à-dire pas dans l'affrontement des uns et des autres, mais que chacun puisse comprendre les points de l'autre. En fait, c'est la bienveillance que j'évoquais tout à l'heure en début d'intervention. Cette bienveillance, on peut l'appliquer au sein de l'entreprise et on peut l'appliquer dans le client fournisseur. Et c'est une clé. Alors, donc, au niveau des outils qui sont à votre disposition pour instaurer du dialogue, vous avez les questionnaires satisfaction événements que vous avez organisés. Donc là, vous pouvez leur suggérer des informations. Après, vous avez d'autres outils comme les réunions, comme vient de l'expliquer Olivier. Et ensuite, vous avez aussi des tables rondes comme on a organisé, des rencontres, des interviews en one-to-one avec un échange sur les valeurs, sur la mission qui est attendue, avec des points sensibles sur le développement durable. Donc là, vous pouvez avoir par exemple une vingtaine d'interviews individuelles. Après, vous avez en effet une sensibilisation qui peut être faite par des chartes. Des chartes de partenariat sur des thèmes précis. Donc nous, par exemple, on attend de votre part la charte avec les logisticiens, les distributeurs pour diminuer leur impact carbone. Nous avons deux questions. Donc la première, perturbateurs endocriniens, dans quel axe peut-on en parler? Perturbateurs endocriniens, on peut en parler dans plusieurs en fait, mais plus particulièrement dans la politique d'achat. En clair, chaque entreprise qui a une politique d'achat devrait se concentrer pour noter de produits perturbateurs endocriniens, ou tout au moins pour les identifier, parce que des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc, à mon sens, il y a deux chapitres transversaux qui peuvent intégrer les perturbateurs endocriniens. D'une part, la politique d'achat, parce qu'on achète en produits et en services, et d'autre part, pour les collaborateurs, parce qu'en fait, certaines entreprises, sans le savoir, leurs collaborateurs a des perturbateurs endocriniens présents dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit, dans ce que l'on met sur sa peau, dans ce que l'on respire. La caillère intérieure, par exemple, est une caricature. Car à savoir, on peut exposer sa client, quand il y a des sur place, à des perturbateurs endocriniens. C'est des chapitres majeurs dans les années à venir, en sachant qu'il y a de plus en plus, encore une fois, de jurisprudence. En ce qui concerne la question sur la taxe carbone, les données sont issues de SNTEDD, la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable, et la dernière feuille de route que le Premier ministre a adressée à notre ministre de l'écologie, monsieur Nicolas Hulot. Donc pour l'instant, ce sont des projections, hein, quand vous avez vu 57 €, 100 €, ce sont des projections qui sont absolument pas sûres,
Mais après, c'est considéré, si je crois bien ce que j'ai lu dans cette feuille de route, un minimum. Répondu à vos deux questions de précision, n'hésitez pas. Parfait. Donc, ce texte sur la taxe carbone, est-ce que nous avons été clairs? Voulez-vous plus d'informations? C'est sur le PowerPoint qui va vous être diffusé après, donc les sources. Ok. Donc, je vois que ça vous interpelle. Et bâton endocrinien, d'autres questions? Une n'a pas été posée, mais j'en profite tant qu'il n'y a pas de questions. Il y a un piège dans la loi sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, un piège très 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 important et on est tous passés à côté. En fait, que dit la loi? La loi dit que les entreprises de plus de les entreprises privées de plus de 500 salariés doivent faire leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et les de plus de 500 salariés là, en ligne actuellement ou dans les établissements de santé, il y en a très peu. Le même texte dit que les administrations publiques de plus de 250 salariés doivent faire leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Si je le retraduis, si je traduis ce que je viens de vous dire, 100% des administrations publiques ont fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre, même pas 20% du privé l'ont réalisé. Que passer dans les années à venir? Eh bien, ceux qui ne l'auront pas fait parce qu'ils n'y auront pas été contraints ne pourront pas justifier, même s'ils ont mis des actions formidables en place, qu'ils ont réduit leur impact de 20% en 2020 ou de 40% en 2030. Cette mesure, cet indicateur de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, même si elle n'est pas obligatoire et réglementaire parce que vous êtes à 500 salariés, si vous ne le faites pas, d'une part, vous allez être soumis à la taxe carbone, mais pire que ça, vous serez de le faire rétroactivement, et nous, ça nous arrive aujourd'hui puisqu'on fait des bilans de carbone et on nous sollicite rétroactivement, et le budget est juste multiplié par 8 à 10 puisqu'il faut retrouver des éléments archivés depuis pas mal de temps. Merci de cette précision. Donc, je vois que nous avons une remarque. Je souhaiterais pouvoir sensibiliser les autres services en faisant une synthèse. Alors, vous parlez d'une synthèse sur la taxe carbone ou sur l'ensemble de la présentation? Sur le bilan carbone, on avait fait une webconférence qui en parlait sur la taxe carbone. D'accord. Donc, ah oui, donc on nous remercie. Par contre, la personne qui nous a sollicité pour la synthèse, est-ce que c'est sur l'ensemble de la présentation ou sur la taxe carbone? Je pense très important à lire qu'on peut joindre à cette réunion parce qu'en fait, ces documents sont peu lus en France. C'est justement la feuille de route qu'a rédigé le Premier ministre là tout récemment, ça date de cet été, adressée au ministre de l'écologie, c'est-à-dire la feuille de route 2017-2020 sur tout ce qu'on évoque. Tout est écrit, avec objectif encore plus ambitieux, puisqu'on parle même d'un pari visant 100% de renouvelables, d'économie circulaire. Donc, si vous voulez, ce document est important parce qu'il donne une tendance, même si ça n'est pas une réglementation, une loi, un décret, c'est une tendance d'une politique générale sur le sujet et d'une politique générale de la France qui est très internationale. Ok, je marque sur le bilan carbone les incertitudes dans le calcul. Donc, vos niveaux d'engagement. Le scope 1 et 2, d'avoir des calculs précis de votre engagement. Et donc, en ayant ça, il faut être minutieux sur la collecte des données. Vous pouvez avoir une remarque importante. La COP21 a fait son bilan carbone avec la dimension qu'avait le prix sur son scope 1, 2 et 3. Et les données étaient relativement précises puisqu'ils ont été comparés à un autre acteur qui était le calculateur de performance de l'empreinte environnementale et économique de l'événement par un autre acteur, et on était très proche au niveau du bilan carbone. Donc, vous voyez, c'est un mais vous pouvez que la minution de la collecte de données avoir quelque chose de précis. Donc, c'est vraiment un peu de temps sur la collecte des données. Derrière des incertitudes, je vois ce qu'il y a, parce que c'est vrai que quand on lit un bilan carbone et que l'on voit sur certains facteurs d'émission, vous avez 20 à 30% d'incertitude, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais de l'autre côté, pour avoir fait maintenant des bilans carbone depuis 2009, le calcul des incertitudes est équivalent dans la durée. Ça veut dire que le but est de comparer des choses comparables. En effet, il existe des incertitudes aujourd'hui sur un bilan carbone. Même incertitudes existeront en 2020, ce qui permet quand même de comparer des choses
qui sont comparables. Et donc, la taxe carbone, telle que nous l'avons présentée, c'est l'évolution de votre bilan carbone dans le temps et les efforts qui sont faits pour le diminuer. Donc, à mettre constant. Alors après, il y a des périmètres qui ne sont pas constants. Il suffit de les justifier et de les documenter. Donc ça, les consultants en bilan carbone et Olivier et sa structure savent très bien le faire. Vous prennent un indicateur de vie qui va être pertinent sur votre cœur de métier, qui peut être soit sur le chiffre d'affaires, soit sur les mètres carrés, soit tout un tas d'indicateurs qui permettent d'avoir une correspondance d'une année sur l'autre. C'est pas parce que vous allez grandir ou restreindre votre activité que le bilan carbone ne peut pas être suivi sur votre volonté de diminuer votre empreinte. Question. Alors, pour le bilan, faut-il le faire obligatoirement par un organisme externe? Cela me paraît complexe lorsque nous sommes une petite structure. Alors, ici, deux écoles. Donc, vous pouvez, quand c'est un bilan à gaz à effet de serre, le faire en interne. Il ne demande pas, il n'exige pas de suivi de formation. Il suffit d'avoir un ingénieur qui sorte d'école et qui a appris à faire un bilan de gaz à effet de serre pour que vous puissiez le en interne. Donc, c'est complexe au niveau de l'acte de données pour aller chercher les données de chaque interlocuteur qui va être disparate dans l'entreprise. Mais après, sur le mode de collecte, ce n'est pas compliqué. Tout est fait dans le bilan à gaz à effet de serre, je précise bien, parce que c'est deux choses différentes, qui va avoir une connotation internationale et non pas franco-française. Et donc, le bilan carbone, lui, est dominé par l'ADEME. Et donc, c'est avec une formation spécifique et un agrément spécifique que vous pouvez faire le bilan carbone. Donc, il n'y a pas de question à le faire par un organisme externe. Tout dépend de la précision et l'impact au niveau de votre notoriété et de votre image que vous voulez avoir. Est-ce que ça vous dit? Oui, et je rajouterais juste que c'est tout à fait juste et précis. Gardez, si vous le faites vous-même, gardez très précieusement les éléments de preuve, parce que demain on va se retrouver confronté aux contrôles fiscaux, très certainement. Il ne suffira pas de dire voici un joli bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Il faudra surtout avoir des éléments de preuve pour prouver ce que l'on raconte, pour prouver la réduction que l'on annonce est absolument fiable. Je pense que ce sera plus prégnant encore quand on l'aura fait soi-même que quand on l'aura sous-traité à une entreprise qui a un agrément et qui a l'obligation de rendre des comptes sur le sujet. Une petite structure, on peut comprendre que financièrement et pour des raisons d'organisation, ce ne soit pas ça. Autrement, quand même très important pour comprendre, en fait, c'est ce qu'on vient de dire intégralement. Le bilan carbone ne sert à rien. Pardon, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre ne sert à rien. Il n'est qu'une photo à un instant T. Ce qui est important, on peut rarement le faire tout seul, c'est pour ça qu'on a besoin de l'expertise et de cabinet extérieur. Ce qui est important, c'est le plan d'action derrière. Parce que je vais le comparer à un régime. Si je veux me mettre au régime, je me pèse, mais le fait de m'être pesé n'a rien fait. C'est de mettre en place, après le plan d'action et d'arrêter les sucreries, qui fera que peut-être nous perdrons du poids. Donc, l'action de bilan carbone n'est rien si elle n'est pas accompagnée d'un plan d'action extrêmement précis, des indicateurs que l'on suit tout au long de l'année. Et d'ailleurs, pour revenir, le bilan carbone n'est qu'une réponse à la politique de développement durable que nous venons de vous présenter. Donc, c'est une des actions et il y a un aspect légal en effet, il y a un aspect de future taxe carbone, mais ce ne peut pas être que votre seule action pour répondre à tous les champs de la politique de développement durable. D'autres questions, d'autres réactions? Ok, parfait, merci. Passé de 5 minutes, nous pouvons conclure notre webconférence et de toutes les manières, vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement, donc pour revoir les éléments qu'on vous a annoncés, le PowerPoint, donc la cartographie des ESAT avec leurs fonctionnalités, éléments complémentaires sur la taxe carbone et surtout le questionnaire satisfaction pour avoir vos retours d'information et notre retour d'expérience sur cette webconférence et les prochaines à venir. Nous remercions pour votre participation, votre écoute active. À bientôt, bonne journée, bon appétit.